Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, il n'est pas question du canapé rouge de ma propriétaire, mais on est à Mojácar, dans ma chère et tendre Andalousie, province d'Almeria. Alors là, comme vous pouvez le voir, c'est une petite rue de Mojácar Pueblo, parce qu'il y a aussi Mojácar Costa sur la plage. Mais bon, on va faire un petit tour. Alors, s'il y a un peu de vent, je m'excuse. Néanmoins, c'est une vidéo faite avec un micro. Et oui, j'ai enfin un micro, c'est un truc assez incroyable, c'était pour mon anniversaire. Donc c'est pour ça, cette vidéo est aussi un essai et elle fait suite à une conversation que j'ai eue récemment avec un certain Raoul Savoie, sélectionneur suisse de Centrafrique. Alors Raoul, on se connaît quand même depuis des années, il a coaché le Swaziland, l'Éthiopie avec Diego Gardito, El Grande Diego Gardito, il a été un peu en Gambie et c'est son deuxième passage en Centrafrique. Et à un moment donné on parlait et il m'expliquait une scène que je trouve tout à fait scandaleuse, que donc lui il est suisse, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de Suisses qui coachent des équipes internationales, notamment d'Afrique, je crois que c'est le premier d'ailleurs, et alors on va avancer un petit peu, et donc il me disait que quand il rentre chez lui, qu'il parle à des confrères quelque part, il y a un certain mépris. Il y a quelqu'un, donc je vais pas citer son nom, mais quelqu'un important dans les coachs suisses qui lui dit oui, enfin bon, on fait pas le même boulot, toi et ton Afrique, t'as l'air de dire, toi et tes nègres, excuse-moi, tu vas pas m'apprendre moi coach helvète, à entraîner. Et surtout parce que bon, la Centrafrique, entre guillemets, alors que là vous regardez, bon, on ira tard. Bon bref. On continue. Et c'est vrai que la Centrafrique, ça fait toute petite sélection, etc. C'est un peu comme la Gambie, et il y a un manque de respect. On a l'air de dire c'est un peu amateur et tout. Alors qu'au final, quand on réfléchit un petit peu, on voit que le cas de Raoul Savoie, déjà suisse, donc déjà pas du tout avantagé au moment d'avoir un poste. Parce qu'imaginez-vous bien que pour être sélectionneur en Afrique, souvent les mecs de la Fédé disent ok, t'as un sponsor avec toi? La Fédé, elle nous donne quoi? Donc c'est pour ça qu'il y a autant de Français, parce que bon, la Fédé, autant d'Allemands. Alors là, la fédération est considérablement également en Asie. On a même d'ailleurs le sélectionneur de Mongolie, dont j'ai paumé le nom, alors je le connais bien, mais excuse. C'est l'ambassade d'Allemagne qui avait aidé également Mongolie, tu vois. Donc il y a toujours des liens un peu politiques, sponsoring et tout. Et bon, Raoul Savoie, le problème, il est suisse. Donc la fédération suisse pour aider un coach à aller en Afrique, non. En plus en France, t'as quand même un certain réseau avec certains noms, t'as le réseau Claude Leroy, hein, qui a aidé pas mal de mecs justement, comme Hervé Renard et d'autres, hein. Je crois Sébastien Minier également, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est forcément, te donne la chance potentiellement de faire quelque chose, parce que beaucoup de mecs qui vont en Afrique, c'est vrai, ont eu des parcours un peu cabossés dans leur pays, c'était pas des premiers choix, et souvent, bon bah, c'est des postes qu'on leur propose, parce que financièrement, c'est pas grand chose, et surtout, faut y aller là-bas, hein. Parce qu'autant, t'as des postes super intéressant en Afrique. Car t'imagines, t'es coach du Zamalek, t'es coach d'Al-Ahly en Égypte, mais c'est un truc de fou niveau club. Il n'y a pas que, hein, évidemment, même, tu vois, dans les plus grands clubs du Soudan, des clubs comme ça, Khartoum, c'est énorme niveau ferveur populaire à tous les niveaux. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est la pression. Vos coachs, enfin, c'est inimaginable la pression qu'il y a en Afrique. Et c'est pour ça que je trouve absolument scandaleux, à mes yeux, hein, que des coachs européens font les mecs, oh mais non, toi et ton Afrique. Mais on se rend compte de la difficulté que c'est d'entraîner le Centrafrique. On se rend compte de la difficulté que c'est d'avoir un parcours comme Hervé Renard. Hervé Renard, bon, en France, maintenant, il commence quand même à avoir une certaine réputation, je pense tout à fait méritée. Son palmarès, 1, parle pour lui, c'est quand même un palmarès incroyable. Et 2, le Maroc, excusez-moi, ça faisait des années où c'était le bordel, hein. Lui, il arrive quand même à faire quelque chose de cohérent, c'est surtout cohérent. Et en plus, le point fort de Renard, c'est qu'il s'est adapté entre la Zambie et le Maroc, tu peux pas du tout comparer, déjà au niveau de la langue, ensuite au niveau de la culture pas uniquement de l'habitat et des gens, c'est aussi du foot. On joue pas de la même manière au Maroc qu'on joue en Zambie. Usted puede pasar, no hay ningún problema. Je fais même la circulation, oui. Bon bref, tout ça pour dire quoi? Que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai un grand respect pour tous ces entraîneurs qui vont dans des pays, on va dire mineurs de foot, où il y a des grandes difficultés. Il y avait également Emmanuel Trégo qui a coaché, donc un Français qui a coaché au Tchad, donc il leur a permis d'avoir le premier trophée de l'histoire du football tchadien. Et c'est quelqu'un, bon bah en France, c'est fadeux quoi. Alors certes, le mec n'était pas forcément le plus connu, mais vous vous rendez compte ce que c'est? Je donne quelques exemples, mais il y a un match donc Emmanuel joue au Nigeria. Bon, c'est un match qualificatif, tu vois, c'est un match important. Je crois que c'est qualificatif pour la CAN, si je dis pas de bêtises, ou pour le mondial. Bon, je crois que c'est la CAN. Ouais, c'est la CAN. Bref, tu vas là-bas. Déjà, le vol, c'est n'importe quoi. On te fait voler jusqu'en Turquie, ce qu'ils avaient fait encore en France. Ensuite, tu arrives au Nigeria et tout. Le match est dans une région infestée par Boko Haram. Déjà, problème. Les mecs, donc, ils arrivent le jeudi et quelques, jeudi soir au Nigeria. Sachant que le match est le samedi dans même pas 48 heures. Bon, déjà, ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas les bagages. Sachant qu'ils ont toutes leurs affaires, les crampons, les cils là. Donc, ils ont strictement rien, les mecs. Alors, ensuite, là, on leur dit bon, normalement, tu dois dormir à côté de l'hôtel. Et puis, le lendemain, tu vois, tu arrives vers où est le terrain d'entraînement et le match, qui est normal. Non, parce que le mec de la fédération a changé au dernier moment. Donc, les types partent le soir même. Donc, ça fait 24 heures déjà de voyage, hein.
pour aller jusqu'à l'hôtel vers le stade. Donc ils arrivent vers 4-5 heures du matin là-bas, sachant qu'ils ont été escortés par des camions militaires et des mecs en mitrailleuse parce que justement, ils leur ont dit ouais mais au cas où, entre Boko Haram qui sévit dans le coin et il y a également des types, vous savez, ceux qui vous obligent à vous arrêter devant vous, j'ai perdu le nom, vous voyez. Donc les mecs ont voyagé comme ça. Le lendemain, terrain d'entraînement absolument pourri. Bon, ils arrivent à faire 2-3 petits trucs, mais ils n'ont pas leurs affaires. Donc t'as des mecs du staff qui retournent à l'aéroport le lendemain, donc ils refont 5 heures de bagnole, etc. Ils reviennent avec les valises. Donc ils n'ont pas pu s'entraîner, rien, et le match le samedi. Sachant que l'hôtel c'était un vrai bordel, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et le match arrive. Et donc ils font un bon match, 0-0 à la mi-temps. Et Niama fait des sauvetages pour le Nigeria. Au final ils perdent 2-0 en fin de match. Bon, c'est le Tchad. Hein. Et t'as quand même un des mecs de la fédé du Tchad qui dit bon coach, vos joueurs ils ont l'air fatigués quand même. Hein. Genre vous les avez mal préparés. Donc bon, je veux dire, quand tu fais face à autant d'adversité, quand tu dois t'adapter, parce que c'est des joueurs qui viennent du monde entier, souvent dans ces sélections comme en Centrafrique et tout ça, tu dois les faire venir, t'as que 2-3 jours, voire 4 jours pour préparer. Alors qu'on va aller voir le Mirador pour terminer cette vidéo. C'est un autre boulot, c'est de comprendre les gens, leur culture. Également, tu dois gérer les ingérences parfois politiques, les ingérences de la fédé. Je veux dire, il y a plein de systèmes. Par exemple, au Tchad encore, t'avais des mecs à l'époque, ils étaient sélectionnés, des locaux, tout simplement parce qu'ils reversaient une partie de leur prime à un mec de la fédé. Donc ça c'est une réalité du foot africain, c'est malheureux, mais t'as une corruption de dingue, bon ça existe un peu de partout. Hein. Faut pas croire que la fédération française de foot elle est propre, hein. Je n'en dis pas plus. Voilà, on va aller là-bas. Et donc je voulais faire cette vidéo parce qu'avant le mondial justement on a 5 nations africaines, alors avec des entraîneurs de tout type, hein, entre des Cissé, des Renards, j'ai perdu le nom de l'entraîneur tunisien, Hector Cuper qui est je crois, si je dis pas de bêtises, qu'argentin pour l'Égypte. Il faut respecter ces gens-là parce que c'est un autre boulot. Alors peut-être que ces mecs-là, comme Renard, comme Diego Gardito qui a fait plein de choses en Afrique, ils réussiraient pas dans des top clubs en France, etc. dans un autre contexte. Ça je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Néanmoins, on peut simplement leur donner le bénéfice du doute et peut-être de croire en eux parce que quand tu fais des missions pareilles, c'est des vraies missions, des fois c'est des missions commando et pas que, des fois tu dois définir un projet de jeu et c'est vraiment le retour de la base du foot, c'est-à-dire la tactique pure, la technique pure, apprendre, tu vois, ce côté pédagogie, enseignement, parce que des fois les mecs n'ont pas eu cette formation notamment tactique. Également aider les jeunes entraîneurs sur place. Alors évidemment après tu as deux types de sélectionneurs en Afrique, tu as ceux qui prennent leur chèque et qui en ont un peu rien à branler, qui font n'importe quoi. Avram Grant par exemple au Ghana, je pense qu'on peut dire que c'était un bon exemple. Il y en a d'autres notamment au Cameroun qui sont passés ces derniers temps, où tu as des mecs qui font des postes tous les 6 mois, tu vois. Ils n'ont pas de résultats nulle part, mais ils reversent une part de leur salaire, etc. Ils sont contents, ils vivent pas en Afrique, ils y vont quasiment jamais et tout. Et t'en as d'autres, les mecs qui sont vraiment investis, qui aident à développer le championnat du coin, etc. Et en fait, je pense qu'avant tout, pour réussir en Afrique, même qu'ailleurs dans le foot, il faut être humain et comprendre l'être humain. Et là-bas encore plus qu'ailleurs, je pense, parce que en même temps, des fois, t'as pas de moyens. Donc qu'est-ce qui te reste ? Il te reste l'homme. Et ce qu'il a là, est surtout là-dedans. Donc voilà, c'était juste pour terminer sur cette vidéo. On peut voir le Mirador, comme vous voyez. Je crois que c'est le Mirador de Castillo de Mojaca, si je dis pas de bêtises. Là-bas, il y a beaucoup de vent, je pense, là. Donc on va arrêter la vidéo. Je vous remercie bien.